Madame la présidente de l'AFR, monsieur le maire adjoint chargé de la santé, monsieur le conseiller général, mon cher et vieux camarade Gilles, je tiens tout d'abord à remercier l'AFR pour son invitation à ouvrir ces 5e rencontres nationales de réduction des risques. Il y a 2 ans, vous m'aviez demandé ce qui allait changer à la MILT et je vous avais dit, déjà au moins je viens. Et vous voyez, non seulement je suis venue il y a 2 ans, mais je reviens, j'y prends goût. Comme je l'ai réaffirmé la semaine passée devant certains d'entre vous lors des assises de la Fédération française d'addictologie, la réduction des risques est un pan important de la politique d'accompagnement des usagers de drogue et c'est un sujet dont j'ai voulu m'emparer avec détermination dès ma nomination. La place accordée à la réduction des risques et des dommages sociaux dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 témoigne de la volonté ferme du gouvernement et donc de la MILDECA de s'engager dans cette politique de réduction des risques et surtout de faire en sorte qu'elle fonctionne mieux. Après une période passée d'incompréhension, voire d'opposition entre les pouvoirs publics et le mouvement associatif, j'ai souhaité dès ma nomination que ma présidence soit marquée par le retour de la confiance. Et ces 2 dernières années, les occasions d'échange ont été très nombreuses entre le mouvement associatif et la MILDECA, et je l'espère pour le grand profit de tous, c'est-à-dire du mouvement associatif dans son ensemble, mais aussi de la MILDECA et de tous ceux qui y travaillent. Au niveau national, les associations ont pris toute leur place dans la concertation qui a prévalu à l'élaboration de cette stratégie gouvernementale. Je n'avais pas souhaité que ce travail se fasse avec les seuls ministères. Je pense qu'une politique et une stratégie ne peuvent être appropriées que si c'est le produit d'un travail de concertation, d'échange, parfois d'opposition, de contradiction, mais c'est normal et ça fait partie du travail en commun. Par ailleurs, au niveau international, j'ai fait en sorte que soit ouverte la voie de la participation des représentants associatifs aux réunions de la société civile lors de la commission des stupéfiants à Vienne. Les débats y ont été animés et Madame de Bruce, que j'ai eu plaisir de voir à Vienne, pourra en témoigner. Je crois que c'est une très bonne occasion d'échanger avec l'ensemble de la société civile, avec les institutions. Et je pense que c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, une initiative que nous devons l'année prochaine à nouveau prolonger. Maintenant, vous connaissez tous les circuits et c'est important qu'en amont, nous puissions ensemble préparer les futures commissions des stupéfiants. Alors, ces nouvelles relations entre la MILDECA et le mouvement associatif ont contribué aussi à relancer la politique de réduction des risques dans notre pays, politique qui trouvera sa pleine expression dans les semaines à venir avec la présentation du projet de loi santé de Marisol Touraine devant le Parlement. Déjà, la stratégie nationale de santé fait expressément référence à ce plan gouvernemental et ça montre que c'est vraiment une appropriation par l'ensemble des institutions publiques. Ce projet de loi permettra, parmi les projets, la concrétisation de ce sujet qui, il y a 2 ans, était encore un sujet pour lequel nous nous demandions si nous allions y arriver. Je parle de l'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque qui a été évoquée par le docteur Jomier tout à l'heure et qui va désormais bénéficier d'un cadre clair, d'un cadre législatif. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons eu un avis négatif du Conseil d'État, non pas sur le fond, mais sur la voie que nous avions estimée possible, c'est-à-dire la voie réglementaire. Et bien finalement, cet avis nous rend service parce que nous allons avoir d'une part un cadre juridique clair sur l'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque et d'autre part sur l'ensemble des actions de réduction des risques en général, et puis également en milieu carcéral. Sur le plan du financement, je dois dire que non seulement les collectivités locales, donc en l'espèce la ville de Paris, va financer l'investissement, la partie santé, le ministère de la Santé, les crédits assurance maladie financeront
le fonctionnement, et la Mildeka, sur son propre budget, s'est engagée, et a commencé d'ailleurs à le faire, à financer l'évaluation, puisque vous savez que sur ce sujet, il est important que nous puissions disposer d'outils d'évaluation bien étayés, scientifiques, non sujets à contestation, car c'est à partir de cette évaluation que nous serons plus forts pour transformer l'expérimentation en action pérenne. Mais si la salle de consommation à moindre risque cristallise les attentes, il ne faudrait surtout pas considérer qu'elle incarne à elle seule la politique de réduction des risques. Je crois que ce serait une erreur stratégique de penser que l'ensemble de notre stratégie, c'est la salle de consommation à moindre risque. L'élargissement de la palette des traitements de substitution aux opiacés, nécessaires pour s'adapter aux besoins des usagers de drogue, est aussi un axe essentiel de cette nouvelle politique de réduction des risques. Et en la matière, les actions prévues au titre de la stratégie gouvernementale sont désormais engagées. Par ailleurs, la primo-prescription de méthadone en ville a reçu l'avis favorable de l'Agence nationale de sécurité du médicament lors de sa séance du 20 mars dernier. L'étude préliminaire relative à la buprenorphine injectable est désormais financée, et donc ce sont là aussi des travaux qui avancent. La mise en place par le ministère de la Santé du groupe de travail Traitement et réduction des risques en addictologie, auquel la Mildeka est associée, est également en cours. Et à ce titre, je peux vous assurer de notre investissement sur la place du sulfate de morphine parmi l'offre de TSO. Ce groupe s'est par ailleurs emparé de la nécessaire évolution des trousses de prévention, ainsi que de la non moins nécessaire réflexion sur la possibilité de placer la naloxone à la disposition des usagers de drogue pour prévenir les surdoses. Et les professionnels ici présents savent à quel point c'est important. Mais l'ambition de notre stratégie gouvernementale en matière de réduction des risques et des dommages sanitaires et sociaux réside aussi et surtout dans l'extension de ses modalités et de son champ d'intervention. Cette réduction des risques, et ça a été dit par les intervenants tout à l'heure, doit bénéficier à toutes les personnes qu'elle peut concerner, et ce, partout sur le territoire. Pour cette raison, la Mildeka a financé cette année une évaluation des besoins et de la faisabilité de l'envoi postal du matériel de réduction des risques. Un financement a également été accordé à la formation des modérateurs de forums sur Internet. Là encore, les usagers. Et ces usagers sont nécessaires pour le succès de ces politiques. Je vois dans le savoir de l'usager, basé sur l'usage et l'expérience, dans la place qu'il peut prendre dans la prévention par les pairs et dans les actions de médiation sociale, un triple enjeu. Un enjeu de santé publique pour les pairs accompagnés, une opportunité d'insertion pour les usagers qui s'engagent dans la réduction des risques, et enfin, un levier d'acceptation des usagers par la société tout entière, car on sait à quel point la question des représentations est importante. Ces avancées, je le redis, sont le fait de relations partenariales, parfois conflictuelles, mais toujours constructives, entre le monde associatif et les pouvoirs publics. Et pour cette raison, je vais vous titiller un peu, je m'étonne de l'éditorial publié sur le site internet des rencontres par le comité d'organisation. Je m'étonne de le voir user d'une certaine rhétorique, avec un militantisme un peu désuet, dirions-nous, même si j'ai beaucoup de respect, je le redis, pour le militantisme qui est, bien sûr, le symbole de l'engagement citoyen. Et sans vouloir provoquer l'Assemblée ici présente, je souhaite vous dire, sans démagogie, que la France ne réduit pas la réduction des risques à un palliatif de l'abstinence, ni à une alternative à l'incarcération, et que la politique de réduction française des risques ne se heurte pas violemment à la fin de la tolérance compassionnelle envers les usagers. Ceci étant dit, la France, en revanche, poursuit la lutte toujours renforcée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, contre toutes les formes de délinquance, crimes et délits qui lui sont liés. Et en cela, nous ne sommes ni en décalage, ni en retard par rapport au contexte international. Alors, je ne me livrerai pas à un palmarès qui serait déplacé entre les conduites addictives en visant celles qui sont les plus dangereuses pour la santé,
licites ou illicites, et je sais que nous serons tous d'accord pour relever que les données scientifiques les plus récentes confirment la dangerosité du cannabis, en particulier chez les jeunes, notamment entre consommation précoce de cannabis, risque de troubles psychotiques, de désinsertion sociale, d'échecs scolaires. C'est aujourd'hui largement documenté et tous les professionnels que je rencontre insistent beaucoup, notamment en cas de consommation précoce, sur ces risques. En revanche, cela ne vous étonnera pas, le débat entre nous porte plutôt sur la manière de juguler la consommation de cannabis. Et surtout, je le dis sans phare, sur l'efficacité de la sanction pénale, y compris avec une peine de prison quand un usager est en multirécidive d'usage. Vous le savez, cette question est entachée de postures idéologiques. Ça ne facilite pas les échanges qui permettraient d'en évaluer sereinement l'efficacité, mais voilà quels sont aujourd'hui les termes du débat. Il est vrai que les circulaires de politique pénale incitent les magistrats à utiliser le dispositif d'alternative aux poursuites pour répondre aux usages illicites. Paradoxalement, pour les plus jeunes, l'intervention du représentant de la loi, policier ou magistrat, peut parfois constituer la seule occasion de prendre conscience de ces consommations et d'être mis en relation avec les différents dispositifs d'accompagnement et de soins. Je vous rappelle d'ailleurs que les consultations jeunes consommateurs, encore trop peu connues et trop peu valorisées, vont faire l'objet d'une grande campagne d'information et de communication au début de l'année 2015 et nous y travaillons beaucoup, notamment avec la Fédération Addiction. Une des pistes pour apprécier la pertinence de la réponse des pouvoirs publics à l'usage doit s'appuyer sur l'analyse des situations pour permettre leur individualisation dans le cadre d'une articulation fluide entre santé et justice. Et notre plan gouvernemental prévoit plusieurs études et actions en ce sens, dont une grande partie fait l'objet d'un travail en commun avec le secteur associatif et médico-social. Vous avez parlé de la mission métropolitaine. Nous travaillons très étroitement avec la mission métropolitaine sur un certain nombre d'expérimentations. Au niveau international, l'approche équilibrée prônée par la France et conforme aux conventions internationales s'appuie sur d'importants atouts en matière d'offres et d'organisation de la prise en charge des comportements addictifs. Rappelons que chaque personne concernée par une conduite addictive peut bénéficier dans notre pays d'une réponse accessible et adaptée, anonyme et gratuite. En matière de prévention, nous avons entrepris une approche nouvelle que nous souhaitons valoriser au plan international suite à un appel à projet qui nous permet de financer l'évaluation de programmes de prévention et de les diffuser. L'actualité internationale nous incite à regarder de près les initiatives récentes de l'Uruguay et des États de Washington et du Colorado. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que nous ne nous engagerons pas dans une réorientation de la politique conduite par la France, ni par l'Union européenne dans son ensemble. Mais nous restons très attentifs aux suites de ces initiatives. Il est extrêmement intéressant de regarder comment tout ceci va évoluer sur le plan du trafic, sur le plan des consommations, sur le plan de l'action des pouvoirs publics et des budgets qui sont consacrés au suivi de ces expérimentations. Par ailleurs, nous avons bien entendu regardé aussi de près les recommandations de la Global Commission on Drug Policy, et j'ai d'ailleurs reçu à la MILDECA le président Cardozo. J'ai ainsi pu constater que sur les orientations générales de la réduction des risques, la majorité de ces recommandations sont mises en œuvre par la France. C'est ce qui nous a guidés lorsque nous avons fait adopter au Conseil de l'Europe, dans le cadre du groupe Pompidou, à l'initiative de la présidence française, le document de consensus sur la réduction des risques par les pays membres. Et d'ailleurs, ce document se trouve sur une des tables à l'entrée de la conférence. Cette approche, que j'espère la plus objective possible, est tournée vers l'avenir et fondée sur le respect des droits de l'homme. Je l'ai défendue à la tribune de la Commission des stupéfiants à Vienne en mars dernier, au nom de la France, et croyez bien que parmi tous les pays présents, cette approche fondée sur les droits de l'homme est encore loin d'être partagée. 2016, c'est demain, et en 2016, la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies constituera aussi une occasion de débat sur ces questions à un niveau politique.
La Mildeka est chargée, en lien très étroit avec le Quai d'Orsay et l'ensemble des ministères concernés, de la coordination de ces travaux pour la France, une mission dont elle s'acquittera, je m'y engage, avec le souci constant du respect des usagers que vous représentez. Voilà, je vous souhaite de très belles rencontres. Encore une fois, j'espère que nous aurons dans les mois et les années qui viennent l'occasion de reparler de tous ces sujets et bonne continuation pour vos 2 journées.